Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fauteuil Noir, le podcast du Studio G. Ce sera logiquement le dernier de la saison. Faute de temps, on pourra pas en faire davantage. Pour ce dernier numéro, je reprends la position dans le Fauteuil Noir et je me refais interviewer par Matteo Simanti, mon alternant qui est là depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et on va aborder différents sujets avec une approche plutôt orientée client, contrairement au premier épisode où on a été plutôt orienté sur la production de visuel dans son ensemble. Donc bonjour Matteo. Bonjour. Alors du coup, pour introduire le sujet, quels éléments sont à prendre en compte avant de contacter une boîte de prod ? Alors moi, tu vas directement dans le vif du sujet. Tu prends l'introduction. Donc, alors déjà, il faut savoir que dans la très très grosse majorité des cas, quand un client nous contacte, contrairement à ce qui est plutôt admis, le client sait déjà ce qu'il a besoin. C'est extrêmement rare d'avoir des clients qui arrivent avec une démarche de découverte. Les entreprises qui font appel à des sociétés de production audiovisuelle ou photographes sur du corporate ont toujours, dès le départ, défini leurs besoins pour répondre à une des problématiques qui peuvent se poser. Donc ça va être par exemple sur des photos de produits, de la vidéo d'entreprise, des témoignages clients, des interviews ou autres. Mais le besoin est toujours défini. Quelle est la première chose à faire dans le cas d'un client avant de nous contacter, c'est justement de définir précisément, le plus précisément possible quel est ce besoin, en définissant sa cible, c'est-à-dire à qui il s'adresse. Là, c'est vraiment un point essentiel. Quels sont ses moyens par rapport à ses ambitions ? Donc ça, en général, certains le disent, d'autres le disent pas. Mais plus les choses sont claires, plus c'est simple parce que on fait pas le même film avec 1 000 € de budget ou avec 15 000, ça c'est évident. Et bien évidemment les contraintes de délai liées à ça. Ça, c'est vraiment les points qui sont très très importants pour qu'on puisse accompagner le client dans la réponse à ces problématiques de manière simple et claire dès le début. Et justement, du coup, qu'est-ce qui définit le budget d'un projet photo ou vidéo ? Alors, le budget d'un projet photo ou vidéo, c'est assez simple. Le premier point, c'est le temps de travail, le temps humain. C'est-à-dire que si on est sur, quels que soient les projets, on va avoir besoin d'un certain nombre de personnes et d'un certain nombre de temps. Ces éléments-là sont des impondérables. On ne peut pas faire un film qui nécessite 4 personnes en étant tout seul. On ne peut pas faire des photos de produits qui nécessitent 2 personnes en étant tout seul. Ou alors, dans ce cas-là, en y passant 2 fois plus de temps. Et donc, le temps humain reste le point le plus important dans la production. Ce qui va aussi beaucoup jouer, ça va être les déplacements. Plus il y a de déplacements, forcément, plus on prend de temps, puisque quand on se trouve dans un seul unique environnement, on arrive, on installe ses lumières, on installe ses flashs si c'est des photos, et on se déplace pas, et donc on peut enchaîner considérablement la production d'images sans perdre de temps sur des temps mort lié à du déplacement. Et à contrario, dès qu'on se déplace, même ne serait-ce que d'un minimum, tout devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que dans une logique, par exemple, même sur une captation type le podcast qu'on est en train de faire actuellement, là on les fait dans le studio. Si on devait les faire dans une autre pièce, ça prendrait un temps fou de simplement basculer tout ce matériel. Et du coup, le coût initial pour la production, par exemple, sur un podcast comme celui qu'on est en train de faire, le coût initial, dans la mesure où tout l'environnement et tout le matériel est déjà en place, est assez bas. Si ce même podcast, on est amené à aller le faire ailleurs, le coût va complètement exploser. Et de la même manière que si on fait plusieurs podcasts dans cet autre environnement, les coûts vont pouvoir être diminués puisque le déplacement va être réduit. Et souvent, les gens ont tendance à penser, par exemple, qu'une vidéo courte est plus simple à réaliser qu'une vidéo longue, ce qui n'est pas toujours le cas. Et qu'est-ce qui influe, du coup, la complexité d'un projet ? Alors ça, c'est vraiment typique du phénomène pub. C'est-à-dire que dans un contexte de vidéo type Reel, par exemple, oui, ça coûte moins cher. Oui, c'est plus simple à faire. Les Reels, c'est des vidéos très basiques dans la forme, orienté snack content, donc avec très peu de diffusion,
une diffusion instantanée qui est souvent naturelle et des moyens extrêmement limités. Par contre, quand on arrive sur un schéma type vraiment publicitaire, là, c'est au contraire ce qui coûte le plus cher à produire, puisque pour rapporter à 30 secondes sur un format pub, on se doit d'avoir vraiment tout un tas de paramètres qui doivent être pris en compte et qui doivent être parfaits. Donc ça implique quoi ? Ça implique que l'intégralité du film doit être écrite et définie avant même d'entamer sa vraie production, donc sur toute la phase de pré-production. Ça implique de définir tous les besoins logistiques au niveau de l'équipe pour que le jour de la prod, on ait aussi bien le technicien son que la maquilleuse, que la personne qui va charger du making-of, le photographe de plateau, le chef opérateur, le chef électro, enfin tous les gens nécessaires. Et pour que le jour du tournage, tout roule. Et bien évidemment, on ajoute à ça la figuration. Donc on se retrouve sur des spots qui sont obligatoirement très courts, mais également très contraints. Parce que quand on est sur un spot de pub, par exemple, on va avoir, on va dire sur du spot ciné, par exemple, 18 secondes. 18 secondes, c'est extrêmement court. On a 18 secondes pour accrocher l'attention du spectateur. Et dans ces 18 secondes, il doit contenir et un pack shot. Le pack shot, c'est le plan de fin qui reprend la marque ou le produit. Et une voix off qui va accompagner ce pack shot. Parce que s'il n'y a pas de voix off, il manque quelque chose et le spectateur ne le retient pas. Parce qu'en 18 secondes, c'est trop court pour pouvoir assimiler et la marque visuellement et le message sans avoir l'auditif, enfin l'audition qui se mêle à ça. Et donc le spot de pub, c'est un des formats les plus complexes qui soit, puisqu'on ne peut pas faire un spot de pub basé sur un enchaînement d'images qui n'a pas été intégralement défini en amont, ou alors c'est une déclinaison d'une autre vidéo finalement, mais c'est pas un spot de pub à proprement parler, et inévitablement on se retrouve avec des spots, enfin des messages qui sont beaucoup moins impactants au niveau de ce que le spectateur pourra voir. Et par extension, on risque un peu de passer à côté de sa cible, puisque par définition, dès qu'on se retrouve sur des vrais spots de pub, on est sur une vidéo qui a été produite avec un canal de diffusion qui a été défini en amont, donc ça va être du cinéma, ça va être de la télé, ça va être même des panneaux publicitaires c'est des animés. Et et donc ça, ces canaux de diffusion ont un coût bien évidemment très substantiel, et si le message est un peu trop rapidement tourné, monté, on risque de dépenser des fortunes dans de la diffusion pour un spot qui finalement n'a que peu d'impact. Donc c'est en soi beaucoup plus compliqué de faire une vidéo courte que de faire une vidéo longue. D'ailleurs, de la même manière, encore une fois, je ramène ça au podcast. Produire un podcast d'1 heure, c'est facile. C'est une fois que tout est en place, on enchaîne c'est du temps réel, il n'y a pas de montage, il y a pas d'écriture, il y a très peu d'écriture finalement, mis à part les questions qui ont été faites en amont. Et alors qu'à côté de ça, faire un spot très court et qui se doit d'avoir le plus d'impact possible. Faut tout réfléchir à l'avance. Voilà, c'est ça. Faut absolument que tout soit réfléchi en amont. Et en plus, avec une contrainte qu'il n'y a pas forcément sur d'autres productions. Quand on est sur un tournage pub, le coût journalier de tournage est rapidement très élevé, peut devenir absolument colossal dans certains cas. Et donc, dans ce principe, il n'y a pas de plan B. Donc, si jamais il y a le moindre problème sur un drone qui est cassé, sur une caméra qui a plus de batterie, sur une caméra qui marche plus, une lumière qui marche plus, il est absolument indispensable d'avoir constamment un plan B. Donc, d'avoir une autre caméra, un autre drone, une autre lumière pour pouvoir remplacer ce qui pose problème et faire face à l'adversité à laquelle on peut être exposé lors du tournage. Alors que dans absolument tous les autres tournages, finalement, il y a toujours un plan B en fait. Enfin, on peut toujours envisager de faire quelque chose. Si voilà, la météo est pas bonne, on tourne pas, tant pis. Ou la caméra ne marche pas, on tourne pas, on reviendra, c'est pas grave. Alors que sur des spots de pub, ça implique tellement de gens, ça implique tellement de logistique que ça, c'est pas possible. Et le plan B, lors du tournage, est absolument indispensable. Ok. Ouais. Et en termes de technique, pour toi, qu'est-ce qui différencie un projet institutionnel, promotionnel, un court-métrage, etc. Alors, promotionnel et institutionnel, pour moi, c'est un peu la même démarche. Un détail près, c'est que je pense que le film institutionnel a vocation à faire passer un message précis, alors que le film promotionnel est un film de notoriété de marque. Donc,
Mais après, en ce qui concerne le tournage à proprement parler, on est vraiment sur la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur des tournages où on va aller directement chez le client et ou dans son environnement. Donc ça peut, dans le cas de promotion touristique par exemple, ça va être dans des environnements externes, mais en tout cas ça reste l'environnement du territoire par rapport à la promotion touristique. Et on enchaîne des belles images avec une cohérence au niveau du montage, mais avec pas d'autre fond qu'une notoriété de marque à proprement parler. Alors que quand on est sur un film institutionnel, on est toujours dans cette démarche d'aller tourner des images à droite à gauche dans l'environnement client. Par contre, là, ça doit souvent être accompagné d'un message soit précis avec une voix off ou avec l'intervention de gens qui travaillent dans l'entreprise, soit avec une narration liée à l'enchaînement des images par rapport au contexte de production. Donc ça va être par exemple sur un film institutionnel dans une usine, ça va être simplement le suivi de la chaîne de production. Et en fait, le message du film va être de faire comprendre aux clients le processus de fabrication, bien joué, le processus de fabrication de tel ou tel produit. Alors que quand on est sur du promotionnel, finalement, on révèle pas grand-chose, mais par contre, on va montrer l'environnement et essayer de faire rêver le spectateur en se disant « Waouh, c'est carré, c'est solide, on a envie de travailler avec eux parce que c'est une belle boîte et la marque est belle en fait. » Ok. Et pour donner une esthétique à l'image pour que ça corresponde à l'identité de la marque, est-ce que, par exemple, tourner dans un lieu spécifique, ça va suffire ? Ou alors, est-ce que c'est de la post-production qui va faire ça ? C'est quoi les éléments pour... Alors, déjà, dans ma vision des choses, et qui n'est pas forcément un avis global, la post-prod a énormément d'importance là-dedans, puisqu'on peut se permettre, sans trop de problèmes aujourd'hui, de travailler à l'étalonnage, le rendu des couleurs d'une image, pour que ces couleurs correspondent à l'image de l'entreprise. Ça, c'est un point que personnellement j'adore. J'aime, je trouve ça toujours hyper graphique et hyper intéressant d'avoir une colorimétrie qui correspond complètement à l'image de l'entreprise. Dans la même lignée que ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement travailler par la lumière ou par le choix des accessoires et de la déco dans les environnements clients qu'on peut être amené à faire. Par exemple, moi je fais beaucoup de photos ou de vidéos pour Leclerc. Dans la très grosse majorité de ce que j'ai pu faire, j'ai fait en sorte d'avoir et du orange et du bleu dans l'esthétique de l'image pour que ça colle avec l'esthétique de la marque. C'est-à-dire que de manière implicite, le spectateur se dit c'est orange et c'est bleu, c'est Leclerc, c'est logique. Donc ça, c'est des points qui vraiment, au niveau post-prod et prod, correspondent énormément. Après, sur l'environnement client à proprement parler, non, je pense pas, parce que qu'on tourne ou qu'on fasse des photos dans l'entreprise ou dans un hôtel, à partir du moment où on a réfléchi à justement à la lumière et à l'étalonnage et à l'accessoirisation pour qu'elle colle avec cette image de marque, on peut avoir cette cohérence qui va se faire quel que soit le lieu finalement. Et quand tu réalises un projet, tu penses que c'est mieux de surfer sur les tendances actuelles ou alors justement de se démarquer et de montrer la créativité qu'on peut avoir pour se démarquer du reste? Alors, à titre personnel, je déteste surfer sur les tendances actuelles. Je pense que ça n'a aucun intérêt sur un point de vue créatif. J'ai pas de plaisir à le faire. C'est pas, j'ai jamais fait de vidéo de flash mob, par exemple, quand c'était la mode. J'ai pas fait de vidéos avec des styles TikTok encore aujourd'hui. C'est pas une approche dans laquelle je m'épanouis. Je m'épanouis pas non plus dans le format vertical. J'aime encore beaucoup le format cinémascope, alors que au niveau de l'institutionnel, au niveau des réseaux sociaux, en tout cas, il a un peu disparu, même si je trouve qu'on a un peu un retour là-dessus, justement, sur cette satisfaction à avoir des belles images. Donc là-dessus, c'est pas verrouillé. Après, je pense que il y a une différence entre les tendances et les évolutions. Certaines évolutions sont tellement majeures qu'au moment où elles sortent, elles deviennent des tendances. Ça va être par exemple le cas de Drone FPV.
Ça a été le cas du drone standard à une époque. Ça a été le cas du Ronin. Le Ronin, c'est cet équipement qui sert je sais très bien, qui sert à déplacer la caméra. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire des films sans drone? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire des films sans drone FPV? Est-ce que c'est possible de faire des plans sur Ronin? Pas vraiment. Donc, ces tendances-là, il fallait les suivre parce que ça fait partie des évolutions qui étaient un peu inévitables. Le Ronin, c'est un peu secondaire, on peut s'en passer clairement. Mais par contre, pour moi, le FPV et le drone normal, aujourd'hui, c'est devenu des incontournables. De la même manière, sur les trends qu'il peut y avoir sur des réseaux comme TikTok, il y a une généralisation qui s'est faite sur tous ces effets de transition. Les effets de transition, c'est hyper intéressant quand ça sert le projet. C'est-à-dire que si on fait une transition qui sert à faire une liaison d'un point à un autre, moi je suis assez favorable et je trouve que ça marche, ça donne une dynamique qui est plutôt belle, de la même manière que les plans en accéléré. Par contre, faire un film qui est basé exclusivement sur des transitions, ça n'a pas de sens, c'est juste un digeste en fait. Et ça peut être bien par exemple pour passer d'un lieu à un autre. Voilà. C'est ou pour expliquer explicitement clairement que t'es dehors, tu te retrouves que le bâtiment que tu vois de dehors et c'est l'intérieur que tu as juste après. Okay. Voilà, de toute façon c'est la même chose. Et ou quelqu'un qui part, qui passe devant la caméra et l'image se fait une transition fantôme et on se retrouve sur le lieu où il va. Finalement, c'est même plus intéressant que d'avoir la personne qui part, qui allume sa voiture, qui part qui fait son trajet, alors que tout ça, c'est lassant et c'est pas utile. Mais dans des logiques de simple transition sans effet, mais aussi très efficaces, il va y avoir les transitions avec des enchaînements de plans très courts qui servent à expliquer dans un délai extrêmement raisonnable un enchaînement d'actions, comme on avait pu faire par exemple dans le film de Moelle Pig avec le personnage qui se préparait à partir au combat, où on a 5-6 plans où il attrape les bottes, il attrape la batte de baseball, il ferme son manteau, il ferme ses lacets, hop, 5, en soi c'est des transitions parce qu'on passe d'un état à un autre très rapidement, mais il n'y a pas d'effet de style au montage. C'est vraiment simplement du cut. Et moi, je pense que toutes ces transitions, elles ont un intérêt et elles apportent énormément à l'esthétique d'un projet, à la condition qu'elles servent la narration. Si c'est faire des transitions juste pour faire des transitions, personnellement, je n'y vois pas d'intérêt. Et pour un projet, pour toi, qu'est-ce qui justifie le déploiement du parc du matériel? Est-ce que ça va influencer le budget pour le projet ou pas? Alors, clairement, ce qui justifie le déploiement du matériel, moi, je suis un peu dans une approche de le bon matériel pour les bons besoins. Donc, je prendrai toujours tout le matériel dont on a besoin pour répondre à la problématique client. Oui, ça a un impact budgétaire. Ça, il y a vraiment mille et une façons de le comptabiliser. Je sais qu'il y a énormément de boîtes, et c'est là que je pèse mes mots, mais il y a énormément de boîtes qui font appel quasiment exclusivement à de la location sur le matériel et qui du coup répercutent cette location dans les devis clients. Nous, on est basé à Troyes dans l'Aube, c'est une petite ville. Faire de la location sur une caméra, c'est pas possible, donc le matériel, on l'achète. Donc on peut pas fonctionner comme ça. Par contre, j'estime que que plus on déploie de matériel, plus on a besoin de personnes pour pouvoir exploiter ce matériel. Et donc, le coût de la location du matériel, il est répercuté sur le coût humain lié à la production. Et donc, c'est comme ça que moi, je vais fonctionner. Donc, finalement, peu de matériel, peu de moyens humains. Et donc, inévitablement, plus il y a de moyens matériels, plus il y a de moyens humains, donc plus c'est cher. Okay. C'est assez clair? Oui. Selon toi, dans un tournage, quelles sont les étapes qui sont chronophages ou complexes à réaliser et qui, aux yeux des gens qui ne sont pas forcément du domaine de l'audiovisuel, ça peut pas forcément être clair pour eux? Alors, les deux, déjà, le point que absolument personne ne voit et ne se rend jamais compte, c'est la gestion du matériel. Le matériel demande inévitablement d'être chargé, déchargé, nettoyé, charger les batteries, gérer les charges de multiples batteries.
Et ça, mis bout à bout, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et dans la production à proprement parler, la gestion des backups. Dès qu'on fait un tournage, dès qu'on fait des prises de vue, la première chose qui se passe une fois qu'on est rentré, voire même en journée dans certains cas, va être de gérer ces backups. Donc les backups, c'est quoi ? On a une multitude de caméras qui sont utilisées sur les tournages. Sur certains tournages ou sur certains shoots photos, ça va être un appareil, donc c'est assez rapide. Sur d'autres plus complexes, on va se retrouver avec 2 caméras, peut-être 3, une GoPro, une Insta360, un drone FPV, et en fait, on se retrouve avec 6 caméras backupées, donc à copier sur des disques SSD, puis après à recopier sur des disques de sauvegarde pour doubler les backups systématiquement. Moi en permanence j'ai des doubles backups d'absolument tout ce qui est fait, et parce que le risque serait trop important qu'en cas de casse on se retrouve à perdre l'intégralité des données. Et quand on a une multitude de caméras sur un tournage comme ça et qu'on a généré sur une journée de tournage peut-être entre 200 gigas et 1 tera de données, la gestion de ces sauvegardes, rien qu'au niveau du tournage, est extrêmement chronophage et peut prendre malheureusement, parce que c'est vraiment quelque chose de très pénible, plusieurs heures en fin de tournage, juste après avoir fait 8 heures de taf, on est en train de on passe du temps à sauvegarder ces données. Ça, c'est la première partie qui est ça, c'est vraiment le temps mort absolument pas vu et pas imaginé par le client. Et après, bien évidemment, il y a toute la partie de pré-production et la partie de post-production. Alors, la partie de pré-production, je suis assez rodé avec le temps. Et du coup, c'est pas forcément l'aspect le plus chronophage, même pour écrire ou pour faire un découpage technique en général. Sur des projets très complexes, je vais peut-être y passer un jour ou deux, mais ça va jamais au-delà de ça. Et dans la très très grosse majorité des cas, c'est vraiment beaucoup moins. Et par contre, l'aspect post-prod, en général, je considère que pour un jour de tournage, on a au moins 2 jours de post-prod. Et ça va être sur des projets assez basiques. Donc sur une demi-journée de tournage, on va avoir une journée de post-prod. Sauf peut-être éventuellement sur des cas type interview où là, ça va beaucoup plus vite parce que c'est des montages très très simples. Mais il y a vraiment beaucoup de travail de post-prod pour avoir un rendu qui est ultra qualitatif, parce qu'il y a l'aspect montage, mais après il y a le mixage son, il y a l'étalonnage des couleurs, il y a motion design, le travail du sound design, ainsi de suite, et puis du backup final, mais bon, ça c'est anecdotique, et tout ça c'est extrêmement chronophage et c'est pas aperçu par le client. Et en termes de photos, l'éclairage en amont pour les photos de produits et tout. C'est justement là que je vais continuer sur la phrase précédente, justement, parce que j'avais oublié. Ce qu'on avait parlé ce matin. Et dans autre chose extrêmement chronophage, c'est tout ce qui est photos de produits. Dans les photos de produits, on se retrouve à être... il y a l'aspect prise de vue qui est toujours... qui prend un certain temps, mais qui finalement n'est pas forcément beaucoup plus long que des photos de n'importe quoi d'autre. C'est pas... photographier un t-shirt, une bouteille ou photographier quelqu'un, ça prend pas, en studio en tout cas, ça prend pas forcément beaucoup plus de temps en dehors du fait qu'il faut caler la lumière. Par contre, les photos de produits sont très chronophages sur la post-prod, parce qu'il y a systématiquement besoin d'énormément de retouches, même sur des choses qui peuvent sembler les plus basiques possibles. Le parfait exemple, c'est ce que je disais dans le podcast précédent, le parfait exemple, tout ce qui est pièces métalliques, les pièces métalliques, on va voir ça reflète. Les moindres, déjà il y a des problèmes de reflet, mais on va avoir les moindres rayures dès qu'elles sont photographiées, alors qu'on les verra pas à l'œil nu, enfin en tout cas on n'y prêtera pas attention. De la même manière, quand on fait des photos de bouteilles, on va avoir la soudure de la bouteille qui va apparaître, ça faut l'effacer, il y a toujours des problèmes de réflexion qu'il faut effacer, et ainsi de suite. Et ça, c'est très chronophage. Et après, tout l'aspect de nettoyage. Et donc, pour répondre à ta deuxième question sur l'aspect photo de produit, la photo de produit, ça fait partie des choses où les clients ont tendance très fortement à un peu passer à côté du sujet, parce que justement, ils n'ont pas conscience de la problématique lorsqu'ils nous contactent. Dans la très très grosse majorité des cas, j'ai des gens qui me sollicitent en me disant on aurait besoin de toi pour faire des photos de produits.
Et sauf que ça, c'est juste pas possible en fait. On peut pas. Quel coût ça de faire une journée sur le produit, par exemple. C'est quelque chose qu'on me demande très souvent. Et ça, c'est pas possible. Je peux pas estimer un coût pour des photos de produits sur une journée. Puisque en fait, il y a tellement de boulot de post-prod par photo que le tarif ne peut être défini que par un tarif unitaire au nombre de photos. Et donc, si aujourd'hui, on nous demande de faire 500 photos de produits, et allez, peut-être qu'on en fera 501 ou 502 en restant dans le bloc budgétaire parce que c'est une grosse commande et que le client est sympa, mais on n'en fera pas 510 en tout cas, parce que la charge de travail, elle devient inévitablement beaucoup plus importante à chaque nouvelle image. Oui. Et ça, c'est des points où la clientèle ne se rend pas compte du tout de la complexité de la chose, malgré l'expérience, à l'exception près de très 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 grosses boîtes qui eux fonctionnent avec des collections et ils font appel à nous pour des tellement gros volumes de photos de produits qu'ils savent très bien que de toute façon le besoin, il est précis sur le nombre de références et il n'y a pas de débat là-dedans. Mais dans le contexte nous, on en fait énormément, des photos de produits. Enfin, comme tu le sais, c'est 2 à 3 000 par an. Quoi. Dans la très grosse... Enfin, il y a énormément de petites boîtes qui se lancent et qui appellent en disant « Voilà, j'ai besoin de photos de produits pour tel truc. » Et en fait, tout est très vague. Et de la même manière, les gens pensent rapidement que faire une photo de produit sur fond blanc ou faire une photo de produit type lifestyle avec une mise en scène, tout ça, c'est la même chose. Alors que pas du tout. Faire une photo de produit sur fond blanc, c'est beaucoup moins chronophage que faire une photo de produit type lifestyle, puisqu'il y a besoin de réfléchir à l'environnement, de trouver la bonne accessoirisation, d'acheter la bonne accessoirisation et de la mettre en scène avec la lumière adéquate par rapport à ce rendu lifestyle. Et du coup, on est... si quelqu'un nous demande 5 photos de produits sur fond blanc, ça va potentiellement être 5 fois la même configuration lumière, la même configuration studio, et ainsi de suite. Par contre, si quelqu'un demande 5 photos type lifestyle, ça va être 5 fois un environnement différent, une mise en scène différente, une lumière différente pour que ça colle à ces 5 images. Et là, le travail devient beaucoup plus important. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans la même logique, qu'on soit sur du lifestyle ou sur du produit fond blanc classique. Et sur le fond blanc, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout ce qui est détourage, retouche. Ouais, c'est ce qu'il avait dit juste avant. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, ouais. Comment toi tu organises et tu planifies tes tournages et tes shootings photos? Alors, toi qui travailles avec moi, Mathéo, comment j'organise mes shootings photos et mes tournages? Au dernier moment. Alors, effectivement, fonction de l'emploi du temps. Alors en fait, il y a deux façons. Soit les dates sont imposées par les clients et dans ce cas-là, on s'y tient, avec toujours une éventualité du fait que si on est sur des tournages extérieurs, la météo est très très dépendante et dans ce cas-là on peut pas s'y adapter et dans tout le reste effectivement je planifie le plus tardivement possible tout ce qui est à faire parce que il y a tellement d'impondérables au niveau de la production d'un tournage entre les environnements, la disponibilité des figurants, la disponibilité des prestataires, les disponibilités clients, les conditions météo et ainsi de suite, que plus on planifie en amont, plus il y a de risques d'annulation. De report. Voilà. Et quand on se retrouve à avoir planifié des choses pendant un mois et qu'au final on se rend compte que sur ce mois 90% des prestations ont été reportées parce qu'on s'est tapé des 15 jours de pluie, c'est pas gérable en fait. Et donc pour pallier à ça et faire preuve d'une réactivité la plus importante possible, je fais en sorte de toujours planifier les choses au dernier moment et de me dire tiens voilà, sur le temps mort là, on a potentiellement le temps d'aller faire ça, et du coup, hop, on réagit vite, on y va. Et c'est comme ça que ça se goupille, et ça marche plutôt pas mal. Merci pour ces réponses, Olivier. Merci, Mathéo. J'espère que tout était suffisamment clair. Et c'était, comme je disais, le dernier podcast de la saison, parce que là, on va
repartir dans des activités beaucoup plus intenses qui vont ne pas nous permettre d'enchaîner. Donc ce sera peut-être le dernier avec Mathéo, ou peut-être qu'on en fera d'autres. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le podcast de Fauteuil Noir.